Le risque était évidemment que le débat se déplaçât sur le terrain quasi exclusif de l'immigration et que la question de l'identité nationale fût réduite à la menace que faisait peser sur elle la présence grandissante d'un islam en voie de radicalisation. Mais au moins serait-ce là l'occasion de porter un coup d'arrêt à la machine à produire des mensonges, des paralogismes, des mythes historiographiques qui, depuis des années, tournaient à plein régime dans la plupart des médias. De renverser, par exemple, ce souverain poncif qui voulait que la France eût toujours été une terre d'immigration, alors qu'entre la chute de l'Empire romain et le milieu du XIXe siècle, le socle de la population française était resté pratiquement identique pendant près de 1500 ans, en l'absence de flux migratoires quantitativement significatifs. Même l'apport des grandes invasions à partir du Ve siècle, bien que décisif par son impact politique dans la constitution de l'identité du pays et jusque dans la formation de son nom, demeura numériquement très faible en termes de peuplement, et ce furent les Francs qui subirent, en définitive, l'assimilation gallo-romaine. L'arrivée d'une immigration européenne entre 1850 et 1950 ne modifia pas sensiblement la donne, si bien que le démographe Jacques Dupaquier a pu, à juste titre, écrire que la France est restée ethniquement homogène jusque dans les années 1970. Ce ne fut qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle que l'immigration devient un phénomène de masse ethniquement différencié et culturellement exogène avec l'arrivée des forts contingents en provenance du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Puisque l'ère du temps était au démontage des idées reçues, l'heure n'était-elle pas venue de rappeler que, nécessitant un effort asymétrique de part et d'autre, l'assimilation n'était jamais ni un pari gagné d'avance, ni une liberté distribuée sans aucune contrepartie. Le mythe de l'intégration réussie des Italiens et des Polonais n'avait-il pas longtemps masqué le fait que seule une minorité d'entre eux, rassemblant les éléments les plus assimilables, avait fait souche? Pourtant, les conclusions des travaux de l'historien Pierre Milza étaient formelles. Sur les quelques 3,5 millions de migrants italiens qui avaient pris entre 1870 et 1940 le chemin de la France, près des 2/3, en dépit de tous les facteurs de proximité entre peuples latins, n'avaient pas pu ou n'avaient pas voulu s'intégrer définitivement, choisissant, pour les uns, le retour dans leur pays natal, pour les autres, une nouvelle terre d'immigration. Devant tant de contre-vérités, tant de contresens fabriqués pour conditionner les esprits et faire accroire aux Français qu'ils n'étaient pas un peuple, qui ne l'avaient jamais été, mais qu'ils représentaient tout au plus le produit d'un travail millénaire de métissage, qu'ils étaient tout plus ou moins des immigrés pour peu que l'on remontât quelques générations en arrière, n'est-il pas temps de rappeler également que le pouvoir assimilateur du melting pot français s'était toujours exercé de façon très sélective, que tout au long de son histoire, la France, prétendue terre d'accueil, avait mis bien plus de constance à refouler qu'à accueillir ceux qui frappaient à sa porte? Enfin, ne fallait-il pas profiter de l'occurrence pour redéfinir le pacte national et le pacte social, montrer le lien direct qui reliait l'un à l'autre, expliquer en quoi et pourquoi l'État-nation, avec ses frontières, assurait l'unité interne et la pacification des rapports entre les citoyens, était la condition politique, géographique, juridique de l'État-providence, le cadre naturel, forcément délimité, sans lequel il ne pouvait y avoir de solidarité, faute de ressources financières, entre les individus et les générations. Patrick Buisson, La cause du peuple.